Ça fait déjà un moment. Et puis j'aurais fait juste une petite boucle pas avec vous, vous m'aviez... Non, ça va être fini, je pense. Ah, peut-être, ouais. Ah oui, c'est possible. Mais quand je veux changer, ça n'interrompt pas tout ton système. Tu dois acheter quelque chose. Non, non, mais bah, il tient une lumière quand même. Ah oui, je pense. Oui, oui. Enfin, je passe là maintenant. On s'était vu pendant les votations. Je crois qu'on avait fait des votations avec Louis. Voilà. Oui, en fait, normalement, je ne l'utilise pas comme ça, c'est pour ça que je suis... C'est un enregistreur. Non, pas du tout. Non, il y a juste le son. Excusez-moi, est-ce que c'est avec vous que j'ai eu le téléphone de la Bible et de la RTS? Non, de la RSI. RSI, d'accord. Désolée. Pas de soucis, c'est moi qui me suis... Ok, super. Bon, bah voilà, juste enchanté. Ça va? Je peux mettre le... Ça vous plaît? Voilà. Ça vous plaît, faites, là où vous sentez que vous aurez le meilleur son, n'hésitez pas. En fait, il faudra que je le déplace, je crois, parce que... Je sais pas, parce que quand M. Militaire parle... Alors nous, quand on va parler, on sera ici. Les deux premiers, on sera, moi et M. Villater, on parlera depuis ici, ou éventuellement on ira par là-bas pour montrer des choses. Okay. Et ensuite, les trois devraient rester assises, je crois. Donc voilà. Ok, d'accord. Donc je le laisse là, et puis si jamais je le déplace là-bas. Ouais. Super, okay. Mieux encore. Parce que sinon on verra rien. Fantastique, je m'amusais. On va faire comme ça, quoi. Voilà. Tu filmes le déroulement? Ouais. Et tu le mettras sur... Ouais, je le mettrai sur le site. Ouais. Ouais, c'est pas mal parce que il y a tas de gens qui ne peuvent pas forcément assister.
Tu reviens, hein? Fils du monde. Laisser nos invités prendre place. J'invite les intervenantes et les intervenants à rejoindre leur siège. On va commencer, on est en train de refuser du monde, on a atteint la jauge maximum de la salle. Donc il y a à peu près autant de personnes qui vont pouvoir nous suivre en ligne. Inch'Allah. Grâce à nos génies de l'informatique, on a réussi à faire une transmission. Merci à Attends, c'est pas gagné. Voilà, bienvenue les filles. C'est enregistré? Oui, c'est enregistré. Voilà. Eh bien, bienvenue à cette soirée dédiée à l'accélérateur au nouveau projet de collisionneur du CERN qui va collisionner la commune de Chouley. Je m'appelle Cédric Jeanneret, ça fait 20 ans que j'habite dans cette commune. Je suis cofondateur du collectif citoyen C'est ma vie, donc beaucoup de monde sont présents ici ce soir et ils ont beaucoup travaillé pour organiser cet événement. C'est une association actuellement qui regroupe des citoyens qui ont envie d'améliorer la qualité de vie dans la commune, qui est déjà très bonne. Leur mascotte, c'est le martin pêcheur, on en voit beaucoup au bord de la Seine. Donc on vise la qualité de vie en complémentarité avec l'action de la commune et l'action des entreprises de la place. Je suis aussi député au Grand Conseil du canton de Genève et je salue les collègues dans la salle et autour de la table. Je salue aussi les représentants de la commune de Chouley. Je salue les représentants d'autres communes. Ils sont là? Question. Je crois pas qu'ils sont là. Les habitants des communes voisines aussi en France. Preusin, je parle pas de Pin. Preusin. De Bonne en France. Bienvenue, merci d'être là. Je salue aussi, je crois qu'il y a un représentant du CERN aussi qui est là. Bienvenue aussi à lui. Et bienvenue aussi à Noé, Noé 21, qui est celui qui nous a fait prendre conscience de l'enjeu de ce projet pour la région. Et on salue les représentants de Noé et leurs fondateurs certains ont brillé dans la remise en question de gros projets. En France d'ailleurs, un lycéen qui s'appelait Super Félix à l'époque, et qui s'est arrêté grâce à des actions notamment citoyennes. Donc on est très heureux d'organiser cette soirée d'information. C'est la première soirée d'information publique en Suisse. Ça va se passer comme ça, 30 minutes de présentation du projet, 30 minutes de tour de table avec les intervenants qui nous font l'amitié d'être là ce soir, et 30 minutes d'échange avec vous, cher public. Vous pouvez poser toutes les questions aux intervenants qui sont parmi nous. À 22h ou plus tard, on clôt cette session et on boit le verre de l'amitié à côté. Donc juste préciser qu'il ne s'agit pas d'un débat pro ou anti-CERN ce soir. Certains voient dans ce projet une opportunité fantastique de faire avancer la recherche, de contribuer au rayonnement de Genève au niveau international. Rayonnement sans jeu de mots d'ailleurs. D'autres qui voient le symbole d'une époque révolue où on voit toujours plus gros et puis l'humain précipite sa perte à force d'oublier les limites de la planète. La vérité se trouve certainement entre les deux. Et c'est dans ce but qu'on organise cette soirée, afin que chacun puisse se faire une opinion. Comme le disait un éditorial de la Tribune l'autre jour, il apparaît nécessaire que la société civile se positionne. Et bien voilà, c'est l'occasion. C'est pour ça qu'on est là ce soir.
Je passe donc la parole à Jérôme Struber, qui va s'occuper de la table ronde, de la gestion, qui nous fait l'amitié d'être là avec nous et qui va nous présenter les invités que nous avons ici à Cholet ce soir. Merci. Merci Cédric. Donc, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue au nom de l'OE21, puis de me réjouir évidemment de l'assistance très importante. On voit qu'il y a besoin d'informations sur ce projet, qu'il y a de l'intérêt à ce que le débat public puisse être mené pour que l'opinion puisse se faire. C'est l'objectif de la soirée. C'est l'objectif de l'OE21 aussi. Juste 2 mots d'introduction pour vous présenter l'association. On est une association qui, depuis plus de 20 ans maintenant, travaille sur la question du climat à Genève et qui a pour objectif d'identifier, d'évaluer et de promouvoir les solutions au changement climatique. Et on a une approche qui est résolument basée sur les faits, avec une approche scientifique. On fait des études, on publie de la documentation, dans le but justement d'outiller le débat public. Et donc on n'est pas du tout non plus anti-CERN ou anti-recherche fondamentale, bien au contraire. D'ailleurs, pour l'anecdote, le responsable du projet CERN à l'OE21, qui est Jean-Bernard Billetter, je présenterai après, il avait découvert l'existence de ce nouveau projet de collisionneur du CERN en lisant des revues scientifiques, justement, il y a quelques années. Donc c'est pour vous dire qu'on cherche le débat le plus éclairé possible. Le CERN, il en est question ce soir, évidemment. Le CERN, c'est la découverte du boson de Higgs, c'est de nombreux prix Nobel, c'est le World Wide Web, c'est le portail pour la science, donc c'est beaucoup de sujets, effectivement, comme le disait Cédric, qui participent à la fierté et au rayonnement de Genève et de sa région. Mais la question qui se pose aujourd'hui, et évidemment en particulier dans une commune comme Cholet, où une des émergences ou un des sites de surface est prévu, la question qui se pose, c'est est-ce que le CERN ne va pas trop loin avec son projet gigantesque d'accélérateur, de nouvel accélérateur? Est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui, et à l'heure d'une priorité vitale qui est celle de la lutte contre le réchauffement climatique, est-ce qu'on peut se permettre des impacts environnementaux de ce projet? Est-ce que la recherche fondamentale, qui finalement est fascinante, se poser des questions, acquérir des informations sur l'origine de l'univers, sur la composition de la matière noire, c'est à la fois fascinant et important pour l'humanité, mais est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est vraiment urgent? Est-ce qu'on n'a pas d'autres priorités en ce moment? Voilà, c'est à ce genre de questions qu'on va chercher, non pas à répondre, mais en tout cas à amener des éléments ce soir, avec notre soirée. On va vous présenter le projet lui-même, ses impacts, et puis aussi son état de situation, où est-ce qu'on en est, à la fois d'un point de vue technique et d'un point de vue politique. Et donc pour ça, on a prévu, Cédric vous l'a déjà dit, donc on va faire en 3 temps. Tout d'abord, on aura une présentation du projet qui sera à 2 voix, par d'abord Jean-Bernard Billetter, qui est le chargé de projet CERN de l'OE21, qui est ingénieur de l'école polytechnique de Zurich, et qui nous présentera le projet et ses impacts énergétiques et climatiques. Et ensuite, la deuxième voix, c'est Pablo Venturelli, du collectif C'est ma vie, habitant de Cholet, qui lui se focalisera plus sur des choses qui vont certainement vous intéresser, sur l'impact direct au niveau de la commune, au niveau des terrains, du territoire de la commune. Cette présentation se fera avec un PowerPoint, ça durera à peu près une demi-heure. Puis ensuite, on aura 3 interventions plus politiques, avec 3 femmes politiques qui nous permettent de rétablir un petit peu d'équité de genre dans cette soirée. Alors, on pourrait croire qu'il y a une ségrégation des sexes qui s'établit. Il n'en est rien. Il a fallu séparer en 2 tables pour pouvoir vous laisser la place pour l'écran du projecteur. Et puis comme les politiciens aujourd'hui sont des politiciennes, on les a réunis, donc ils se trouvent sur la table là-bas. Donc on aura d'abord Fabienne Greber, qui est notre représentante ce soir de la France voisine, parce que comme vous le découvrirez, ce projet d'anneau, sa majeure partie est sur la France voisine. Et donc Fabienne Greber est conseillère régionale de la région Auvergne-Rhône-Alpes et conseillère municipale à Annecy, donc elle nous donnera des indications sur comment ce projet est reçu de l'autre côté de la frontière. Ensuite, on aura Christina Meissner, qui est députée le Centre au Grand Conseil, qui est co-autrice d'une intervention au Grand Conseil sur le projet du CERN.
et qui est une figure incontournable et bien connue de la défense de la nature sur Genève. Pour la petite histoire, elle avait été secrétaire générale de Pro Natura et dans ce cadre-là s'était battue pour la conservation des marais, notamment dans la région par ici. Donc elle pourra nous donner des indications sur cette tension entre protection de la nature et projet aujourd'hui dans le pipeline. Et enfin, on aura Delphine Kloppenstein-Broghini, qui est conseillère nationale et présidente des Verts Genevois, et qui est aussi l'auteur de plusieurs interventions au Parlement fédéral sur le sujet, qui pourra nous dire comment le projet est reçu du côté de Berne. Voilà, et ensuite on passera au buffet. Si on arrive à faire plutôt 21h30 que 22h, je pense que ce sera bien pour tout le monde. Mais en tout cas, on aura bien le temps pour un moment de débat et d'échange. Je précise avant de donner la parole à Jean-Bernard et de commencer vraiment le plat de résistance de la soirée, je précise que Noël 21 avait souhaité que le CERN puisse être présent parmi les intervenants pour justement pouvoir offrir l'ensemble des points de vue sur le projet. Alors, malheureusement, ils n'ont pas souhaité être figurés parmi les intervenants parce que ce n'était pas le moment en termes de publication des données. Mais Arnaud Marcelier, qui est, comme on l'a déjà dit, donc le responsable communication du CERN, nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir dans les spectateurs, ce qui veut dire qu'il aura certainement l'opportunité, si c'est pertinent, de parler aussi dans la phase d'échange. Très bien, je vous souhaite une bonne soirée et sans plus attendre, Jean-Bernard, c'est à toi. Merci. Bonsoir, merci à tout le monde, merci à Cévari, merci à la commune de Cholet d'avoir eu une si belle salle. Je vais commencer par vous présenter, je vais vous présenter le projet. Vous connaissez tous le CERN. Le CERN utilise actuellement cet accélérateur qui est déjà actuellement la plus grande machine du monde et la machine la plus complexe du monde. C'est comme ça qu'il la présente, avec 27 km de circonférence. Maintenant, le CERN a un nouveau projet, et c'est ça qui nous préoccupe. Ce sera un super accélérateur qui partirait de Mérin, là où le CERN est installé, Mérin-Flexin, passerait sous le lac, passe à Cholet, contourne le Salève, va buter contre le Vuache, et revient à Mérin, après un parcours de 92 km. Ce projet, il s'agit du plus grand projet de génie civil actuellement préparé en Europe dans les prochaines décennies. Donc ce n'est pas une mince affaire. Le tunnel est construit sous terre, bien entendu, sans entrée, sans sortie, puisqu'il est circulaire, et il est relié à la surface par des puits. Il y a une douzaine de puits qui sont répartis sur 8 sites. Il y en a un en Suisse, qui est prévu, c'est ici, et il y en a 7 en France, dont un ou en Savoie. Maintenant, la hauteur des puits, elle va de quelques dizaines de mètres à 400 mètres. Et c'est une boucle à peu près circulaire, il y a certains fragments droits, mais c'est essentiellement une boucle circulaire. Et on voit ici, pas à l'échelle évidemment, parce que si ça fait 400 mètres, et que ça fait moins de 2 km, en fait ça dépasserait le village, la circonférence. Donc on voit différents sites, il y a des sites expérimentaux avec d'énormes machines, on va en voir une, et puis des sites plus techniques, où on sort d'une autre partie du travail qui consiste à accélérer les particules qui circulent dans deux sens. Elles sont injectées dans un sens et dans l'autre, elles tournent à une vitesse vertigineuse qui est 99,999, je ne sais pas exactement, % de la vitesse de la lumière, et qui sont amenées ensuite à se collisionner dans les sites d'expérience. C'est le même schéma que le LHC actuel, en gros, dans une des 4 expériences prévues. Suivant. Ça, c'est une illustration qui montre une section type de l'anneau, dans sa partie courbe, dans les arcs. Comme ça, on peut se faire une idée de la dimension, c'est 1,50 m de diamètre.
et c'est 6,50 m de diamètre de forage. Si on compare ça par exemple avec le tunnel qu'on est en train de creuser au Gothard, c'est 2 fois moins de diamètre. Suivant. Maintenant, les puits qui relient ce tunnel à la surface, ils peuvent être assez grands, parce qu'il s'agit d'abord de sortir les matériaux d'excavation pour les amener où ils sont encore trop hauts, et puis ensuite d'introduire les machines. Et l'anneau, ensuite, quand tout sera terminé, il sera composé d'une grande machine qui occupe tout. Donc il y aura 92 km en continu, en gros d'aimants et de cavité, radiofréquence d'accélération des particules, en aimant de focalisation, etc. Vous pouvez imaginer Genève-Montreux, une file de voitures continue. C'est l'équivalent de ce qui entre dans cette machine. Les puits amènent à des cavernes qui desservent. Ça, c'est une caverne de service. Et ici, il y a une grande caverne expérimentale dont vous voyez les dimensions, 35 mètres de haut, 35 mètres de large. Je crois qu'elle a 45 mètres de long, je ne suis plus très sûr. L'hôtel Novotel de Annemasse, où nous avons réuni en octobre, tient très facilement là-dedans. Suivant. Maintenant, les expériences. Alors, c'est assez facilement. Il y a les 2 faisceaux qui arrivent comme ça, chacun de leur côté, accélérés à la vitesse de la lumière, à peu près, qui se rencontrent ici. Ça provoque des gerbes de particules qui sont ensuite dans la vitesse, la courbure, la quantité de mouvement, l'énergie, tout ce qu'on peut extraire de ces données est mesuré par des couches successives de capteurs. Maintenant, pour vous donner une idée de la dimension de ce type de machine, on a ici un être humain. Donc on voit que c'est un projet assez ambitieux. Dans les sites, on n'a pas studié auparavant qu'il y avait 8 sites de surface. Ça, c'est Mérin. On passe sous le lac. Ça, ce serait Choulaire ou Présage. Et ensuite, il y a le reste des sites en France. Et ça, on revient là. Ça, c'est la liste des communes directement concernées par le passage de l'anneau. Ça, c'est un exemple de site de surface. Ça, ce sera un site de surface pour une expérience. C'est un peu plus grand que le site de surface technique. J'espère que je ne me trompe pas. C'est un exemple de l'allure que ça a, parce qu'on voit qu'il y a de la ventilation. Il s'agit de ventiler ce tunnel. C'est un énorme... il y a beaucoup d'énergie qui passe et c'est un gros travail. Ensuite, il faut alimenter électriquement. Il y a des installations de cryogénie, parce que ces machines... En fait, je fais une petite parenthèse. On creuse le tunnel, on installe un accélérateur dedans. On exploite cet accélérateur 15 ans, on l'enlève, on installe un autre accélérateur. Et on l'exploite jusqu'à la fin du siècle à peu près. Donc on parle de 2 accélérateurs. Ça a déjà été le cas au CERN, puis le LEP, si vous vous souvenez, et maintenant il y a le LHC dans le même tunnel. Donc il y aura 2 accélérateurs. Et le deuxième, surtout, va utiliser des quantités du matériel cryogénique, c'est-à-dire d'ultra froid. On aura besoin de beaucoup de matériel de cryogénie. Maintenant, si je vous ai mentionné ces 2 accélérateurs, c'est que le projet il est dimensionné et conçu avant tout pour le second accélérateur. Le second accélérateur, on ne saurait pas encore le faire, parce qu'on n'a pas encore les aimants, donc il faut encore 15 ans de recherche et développement. Donc, le premier accélérateur qu'on va mettre, on sait le faire. Quand je dis on ne sait pas, personne ne sait le faire. Et il ne faut pas voir ça comme une aventure en tranche et qu'on peut arrêter en cours de route, ce serait absurde. L'objectif, c'est de faire le FCC-HH, qui est le second. Et on en profite pour faire le FCC-EE avant. Il y a aussi une logique de recherche, mais dans le projet, c'est ça qui prime. Suivant. Le timing. On a commencé les études il y a un bon moment. Maintenant, on fait les études de faisabilité. L'actualité aujourd'hui, c'est que ça publie le rapport intermédiaire des faisabilité. Donc, on dispose de nouvelles informations plus précises que les anciennes. Ensuite, à peu près à cette date, le conseil du CERN décide finalement si oui ou non ils vont le faire. Maintenant, c'est formellement pas encore décidé.
Mais on pense que la fenêtre qui permet d'intervenir, et qui est le moment où on doit en discuter, c'est maintenant. Parce que si on dépense 100 millions de dollars pour faire les études de faisabilité, ce n'est pas à la dernière minute qu'on va dire tout contre moi pas le faire, ou d'accord, on ne le fait pas. Il s'agit de discuter dès maintenant. Alors, après l'approbation du tunnel, ça c'est les DAX, les données de cet été. Maintenant, les dernières données, ce sera prévu plutôt pour 2033. Pendant ce temps, le LHC continue de fonctionner, mais la machine s'arrêtera. Et voilà, ça c'est le premier accélérateur qui fonctionnera une quinzaine d'années. Ensuite, on l'enlève, on en met un autre, et il y aura le second accélérateur suivant. Alors, ce projet, il est d'un certain côté incroyable, mais il se trouve qu'il a un impact. Évidemment, on ne peut pas faire des projets de cette envergure sans que ça soulève d'innombrables questions. Et nous, Noël 21, on s'est intéressé prioritairement à la question de la transition énergétique, parce que ces machines consomment une quantité colossale d'électricité. Le deuxième accélérateur, quand il sera en fonction, avec tout CERN, consommera 4 TWh par année, c'est l'équivalent d'une ville de 700 000 habitants du niveau de vie de Genève. Donc une ville de 2 ou 3 millions d'habitants dans un endroit moins favorisé. Ça, c'est pas nos problèmes. On verra un graphique qui explicite ça. Et ensuite, l'impact sur le climat. De par sa consommation d'électricité et de par l'utilisation de gaz fluoré, et pour le ciment utilisé dans la construction, etc., ce projet a un impact climatique également colossal. Et tout à l'heure, on parlera aussi de l'impact sur le territoire. Mais on va d'abord revenir là-dessus. Suivant. Ici, on voit les ordres de grandeur de la consommation électrique. Le graphique commence ici parce que c'est le début du cercle, mais les premiers chiffres manquent, mais on peut les imaginer. Actuellement, on est ici, on est en train de passer lentement du LHC tel qu'on le connaît au LHC haute luminosité, qui est une mise à niveau du LHC qui a coûté 1 milliard de francs, qui lui permet de considérablement augmenter sa puissance. Et ça fonctionne juste vers 2040. Ensuite, il y a le CCEE, et ça, ce sera son niveau de consommation. Pour avoir un point de comparaison, on voit ici la consommation d'électricité de Genève, du canton. Donc, il y a aussi les cyclotrons, il y a d'autres appareils, donc c'est les ménages, l'industrie, etc. C'est ce que consomme le canton de Genève. Et ça, c'est tous les transports publics électriques suisses. Donc tous les trains qui traversent la Suisse à 200 km/h dans tous les sens, plus tous les trams, plus tous les trolleybus, plus tous les remontes mécaniques, tout ça, additionné, consomme cela. Évidemment, avec des pointes, mais moyenné sur 10 ans. Quand le CCC actuellement consomme un peu moins que ça, c'est à la place au CCHH, on arrivera à ce niveau de consommation. Vous pouvez comprendre que quand on s'occupe de protection du climat, on s'inquiète de ce genre de chiffres. On s'inquiète de ces taux-là. Ces 4 TWh, ça représente 2 fois ce champ, d'ailleurs on ne voit qu'une partie des éoliennes. La quantité d'électricité dont on aura besoin. Et ça, c'est l'empreinte environnementale. Donc je vous ai parlé des 5 étapes avant. Le chantier du tunnel, l'installation du CCEE, l'exploitation, le changement, on enlève, on met un autre, l'exploitation de l'eau. Et ici, différentes couleurs, ça serait l'impact climatique du chantier du tunnel, qui est considérable en soi, mais sur ce graphique, on a dû un peu le tasser pour laisser la place pour le reste. Ensuite, il y a aussi, là, il y a l'installation du matériel. Et ici, il y aura l'exploitation du FCE. Donc, il y aura les gaz fluorés, ça c'est l'impact des gaz fluorés, ça c'est l'impact de l'électricité. Ensemble, ça fait ça. Tout ça, ça descend dans l'atmosphère. En fait, moi, je vous parle au nom de l'atmosphère. Qu'est-ce que je vois en tant qu'atmosphère? Je vois cette coupe rouge qui monte, et ensuite, elle continue de monter, mais moins vite parce qu'on a un chantier. Et ensuite, on met la grosse machine en marche. Et là, il y a les gaz fluorés. Et là, il y a l'électricité. Et la somme cumulée de tout ce qu'on a émis
directement et indirectement de l'atmosphère. La voici. On arrive dans les ordres de grandeur de 80-100 millions de tonnes de CO2 équivalent dans l'atmosphère. Suivant. Alors maintenant, l'impact territorial, je vais bientôt passer la parole à Pablo. On va zoomer sur Cholet d'abord. Maintenant, si on décide de faire ce projet, le CERN semble bien décidé à le faire, encore faut-il passer ce tunnel. Alors, si on étudie la carte ici, ça c'est. Je précise tous ces documents, à part les deux graphiques que je vous ai montrés, viennent du CERN. Je vais vous sur sa documentation. Et là, on voit le genre de difficultés qu'ils rencontrent. La trosse, c'est trop haut, il y a trop le bâtiment, il y a des réserves d'eau, des endroits à protéger. Donc ça, c'était la difficulté de placer le tunnel. Ils ont fait 100 scénarios différents en jouant sur les possibilités des interdiction. Suivant. Et maintenant, ils sont arrivés à ce trajet. Et on voit qu'en sous-sol, il y a d'autres problèmes, il y a des failles encore mal connues au comportement incertain. Et c'est en partie pour ces failles qu'actuellement en France, et probablement aussi ici, il y a des sondages exploratoires pour mieux connaître le sol. Mais le sol commence à avoir une connaissance assez précise du sous-sol, je vois. Suivant. Bon, là, on voit le tracé. Et suivant. Maintenant, évidemment, si on creuse un tunnel de cette envergure, il y a des débits de chantier. Et ces débits de chantier correspondent à 2 fois Khéops, Kéfré, Mytérinos. Donc, le choix, c'est de dire, ok, on fait ça, il y a un impact climatique incroyable, et puis il y a des débits de forage incroyables. Allons-y, mais que fait-on de ça? Suivant. Alors, il y a des possibilités techniques d'utiliser cette molasse, ce sera essentiellement de la molasse. On peut la transformer en briques, une partie, et puis autrement, on peut fertiliser, je crois qu'on dit, ce sol pour le rendre utilisable à son tour et, je ne sais pas exactement, déplacer la terre, le mettre dessous ou bien le mettre en surface. Maintenant, il semble que ce sont des projets qui, pour l'instant, ne semblent pas être capables d'utiliser ne serait-ce qu'une petite partie de ces sites suivants. Donc le CERN, par ailleurs, étudie les possibilités de gazer, de stocker tous ces matériaux. Ça, c'est aussi une carte, un document qui vient du CERN, avec tous les endroits qui ont été identifiés, où on pourrait passer dans le matériau. On sait que je ne sais déjà pas quoi faire de ces matériaux de chantier. Suivant. Voilà, et là, je passe la parole. Bravo. Bonsoir à tous et à toutes, merci d'être là ce soir. La suite de la présentation va se centrer un petit peu plus sur le site qui est dans notre région, le site de Preusinges-Choulais. Je précise Preusinges-Choulais parce qu'on a beaucoup parlé de Choulais, mais vous allez voir que les communes concernées au niveau des parcelles, c'est vraiment un cheval entre les deux communes, et vous allez pouvoir voir aussi que la commune de Puplunge est aussi impactée par la circulation des camions. Donc, pour faire une petite remise en situation, nous actuellement on se trouve ici, là, près de la mairie de l'école de Choulais. Si vous descendez, juste par curiosité, combien de personnes habitent dans la région aujourd'hui en levant la main? D'accord. Donc voilà, vous arrivez à resituer. Ici, on a le tennis club de Choulais et le stade de foot. Et si vous vous baladez le long de la Sémin en direction du marais de Sienay, vous allez avoir une petite forêt à votre droite. Et la surface pressentie, elle partirait depuis ici, elle irait jusqu'au hameau, aux maisons de l'avenir, route de Jussy, et ensuite elle longerait le long du paradis. Ça représente deux parcelles d'environ 4 hectares chacune qui ne seront pas utilisées, in fine, ne sont pas utilisées complètement, mais il y aura des trajets, oui. Suivant. Donc voilà, là c'est une autre imagination. Avant toute chose, je voudrais juste préciser que toutes les images que je présente ici proviennent des documents du CERN.
ça me paraît important de préciser que les problématiques, c'est eux qui les ont identifiées, c'est pas moi qui les ai imaginées, et de noter que leur travail de recherche a été fait avec une rigueur qu'il fallait souligner ici. Donc la forêt, elle se trouve ici. Ça, c'est la parcelle choulaisienne, c'est la parcelle preuxangeoise. Et ça, c'est une parcelle privée. Chez moi. Alors, on va parler de votre maison bientôt. Et avec un accès qui soit au niveau de la route de Jussy. Je peux avancer. Ici, pour que vous puissiez vraiment visualiser, on a la forêt ici. Juste derrière le photographe, il y a la SEMA. Là, on a le ruisseau du Paradis, la route de Jussy. Là, c'est chez vous. Et ça revient ici, ça serait toute cette zone-là. Et puis, si on va prendre la photo de l'autre côté, suivant, voilà, on a une autre vision de la zone, avec l'avenir ici, le Paradis là, et le ruisseau du Paradis, et la forêt de Choulais. Voilà, suivant. Ça, c'est une proposition encore temporaire de la surface qui sera définitivement allouée au site de surface. Donc, je précise parce que je ne l'ai pas encore fait, il s'agit d'un site technique, il n'y aura pas de grande caverne comme Jean-Bernard l'a présenté avant. C'est un puits qui creuse à 200 mètres de profondeur pour rejoindre le trajet du FCC qui est imagé ici par cette ligne-là. Et entreposage de matériel, surface, un petit peu comme décrit tout à l'heure, mais en un petit peu amélioré, j'y reviendrai bientôt. Le reste de la surface, pendant la durée des travaux, ils vont avoir besoin d'une surface de 5 hectares pour les matériaux d'excavation. Donc les matériaux d'excavation, on peut les compter en pyramide. Au niveau de notre région, ça représente 500 000 m3 de gravat. 500 000 m3, ça paraît un peu abstrait. Si on fait une racine cubique, on obtient un cube de 80 mètres de haut sur 80 mètres de large. Et si vous voulez encore une autre image, la plus haute tour du Lignon mesure 91 mètres de haut. Voilà. Si on répartit ces gravats sur 5 hectares, on obtient un monticule de 10 mètres, donc à peu près la hauteur des arbres que vous avez vu avant, un petit peu en dessous. Bien entendu, ça sera sur quelques années qui feront ça. Donc, ça ne fera peut-être pas 10 mètres de haut, mais ça aura quand même un impact sur le paysage pendant le temps de la construction. Au niveau, non, tu peux rester ici. Au niveau des contraintes qui ont été identifiées par les concepteurs de ce projet, il y en a de différents types. Il y a tout l'aspect écologique. La forêt ici, elle est classée. Le Land du Paradis, il est classé au niveau communal, biotope essentiel par la commune de Présinges. Il est classé au niveau cantonal, c'est un site prioritaire au niveau de la flore et toute la végétation qui s'y trouve. Et il est protégé au niveau fédéral parce que c'est un site de reproduction des batraciens et que pratiquement tous les batraciens en Suisse sont des espèces menacées. Si vous vous baladez le long de ce cours d'eau, vous verrez des petits panneaux qui disent ce ruisseau est fragile, protégeons-le. C'est ce que je propose de faire ce soir. Et puis, il faut aussi noter qu'il s'agit d'un continuum, d'un corridor écologique par rapport au bois de Jussy qui se trouve un petit peu plus hors de cette image. Simplement, ça permet aux animaux de circuler entre les différents biotopes. Ici, on a les marais de Sionnet, on a les marais du Château, la zone humide de Royalmaux et tous les autres sites protégés de la région. C'est aussi un continuum nocturne qui permet la circulation de la faune sauvage durant la nuit parce que c'est un espace où il y a très peu d'activité. Une autre contrainte, ça pourrait être le risque de débordement de la SEMA qui créerait des inondations par ici. Actuellement, il est considéré comme négligeable. Je ne sais pas quel sera le risque dans quelques années. Le réchauffement climatique continuant de nous montrer ses effets année après année. Actuellement, c'est considéré comme négligeable. Et ensuite, dans les autres contraintes, on a le fait que c'est un secteur à caractère rural et le CERN est actuellement en train de plancher sur des propositions d'aménagement pour éviter d'avoir un site complètement industriel
au milieu de cette région qui est assez magnifique. Tu peux suivre. C'est une des images qui sont proposées dans leur document. Je pense qu'ils en sont encore, ils ont plein de propositions, mais voilà, des toits végétalisés, éventuellement des protections des buts qui permettraient de cacher un petit peu le paysage, de l'enrober. Ça reste des bâtiments, ça reste un site industriel sur une zone qui à la base était agricole. La glisse initiale, ouais. Où il y a une autre variante de ça. Très bien, alors on va découvrir l'autre variante. Réalistique. Voilà, donc là c'est le site PB, donc le site Cholet-Freuzinge, tel qu'il devrait être implémenté. Ensuite, au niveau de comment ça va s'intégrer dans le paysage, ça c'est encore en discussion. Peut-être que vous vous demandez en ce moment comment on fait pour déclasser une zone agricole, parce que si c'était pour y mettre un terrain de sport ou bien pour y construire un complexe immobilier, ça prendrait énormément de temps. Le CERN bénéficie de ce qui s'appelle le plan sectoriel des projets de construction et d'installation. Ça fait partie de la loi sur l'encouragement à la recherche et l'innovation, et ça permet d'accélérer certaines procédures en matière de déclassement, et ça leur permettrait de tenir les délais pour continuer la procédure. Voilà, maintenant on va parler un petit peu, tu peux passer à la suivante, on va parler un petit peu du matériel à acheminer. Ça, c'est pas ce qui va arriver, c'est l'image d'illustration que j'ai prise, mais j'avais envie de montrer un tunnelier. Un tunnelier, c'est une machine qui creuse sur le diamètre du tunnel, donc il devrait faire environ 6 mètres de diamètre pour celui-là. Celui-là est quand même plus grand. Et il est suivi par un train d'une centaine de mètres de long. C'était juste pour avoir une image du type de matériaux qui vont venir. Forcément, ça vient par convoi spécial. Ça nécessite énormément de trafic de camions. Pour illustrer le trafic de camions, je peux reprendre les 500 000 m3 de gravat. J'ai cherché un petit peu combien de mètres cubes un camion normal pouvait transporter. On arrive en moyenne à peu près 16 m3. Si on divise 500 000 par 16 mètres cubes, on obtient 31 250 camions. C'est un chiffre approximatif, mais ça... Ouais, c'est un chiffre approximatif, mais ça donne un peu une idée du flux que ça peut générer sur la route de Jussy et sur les différents itinéraires que je vais vous montrer. Juste pour sortir les gravats, et ensuite il va falloir amener des machines de ciblage qui vont avoir des besoins de raccordement particuliers, alimenter le site en eau, il va falloir faire énormément de choses. Donc il y a les différentes possibilités d'acheminement et de retrait du matériel ont été étudiées. Je peux passer à la suivante. Et voilà, ça sera ma dernière slide sur les différents parcours. Donc en fait, le défi, c'est de relier les différentes gares. Ici, on a la zone industrielle de Mérin, ici, on a la zone du Port-Franc, ici, on a la gare d'Almas, juste derrière Leclerc, qui se trouve par ici, et ici, on a l'autoroute. En gros, c'est comment rejoindre les réseaux de routes et de trains pour pouvoir, se faire venir et se débarrasser du matériel. Nous, nos routes dans la région, elles sont pas prévues pour un tel trafic, donc ils ont déjà identifié un certain nombre de contraintes sur les différents scénarios. Nous, le site PB, il se trouve par ici. Donc il y a un scénario qui passerait par ici, route de Jussy, route de Compoix, rond-point de la Palanterie. Là, ils identifient une première contrainte au niveau de Besnard, parce que c'est une zone qui est assez peuplée. Ensuite, il y a les quais de colonies qui sont assez fortement fréquentés. Bonjour-Mont-Blanc. C'est assez fréquenté. Jonction, et ensuite arriver au Port-Franc. Ou alors de rejoindre Mérin par ici. Je suis assez surpris parce que j'ai justement vu la taille des camions et ils ont quand même mentionné plus en détail tous les rétrécissements. Ils n'ont pas mentionné le rond-point de la Palanterie comme contrainte parce que c'est un virage qui est assez. Enfin voilà, je suis surpris, ils doivent savoir. Ils ont dû imaginer. Une autre variante, ça va être de rejoindre l'autoroute. Donc c'est pour ça que je parlais un petit peu de Putelinge, c'est que la route, ça prendra la route de Jussy pour longer ici. Ensuite, on a la douane de Monidée. Et ensuite, il y a une contrainte de taille, c'est l'agglomération d'Almas. Voilà, c'est de la chance. Et
précis au niveau des horaires, parce que l'heure de pointe, c'est compliqué. Et la dernière, et ça va être la partie de la fin de ma présentation, ça va être celle qui paraît en fait la plus logique d'ici, parce que c'est le trajet le plus court et c'est la façon la plus simple d'arriver à une gare. Ça va être de prendre la route de Preuzinges, de passer devant l'Huillier, de passer devant le Poney Club, Preuzinges directement, et ensuite de rejoindre ici la route de Cornières. Et dans la contrainte que ça représente, je cite le document, cette route devrait être élargie et renforcée pour permettre le passage intensif des poids lourds. Cet itinéraire passe au milieu de Preuzinges, donc Preuzinges peut s'attendre à un passage intensif de poids lourds. Je vous remercie pour votre attention et je vous Bravo! Bon, merci beaucoup Jean-Bernard et Pablo. Je crois qu'on a pris conscience du gigantisme du projet, que ce soit sur les plans plus globaux comme le changement climatique, la consommation d'énergie, comme sur le plan local qui évidemment vous intéresse au premier chef. Alors maintenant la question c'est comment ce projet est pris sur le plan politique. Et donc je commence par passer la parole à Fabienne Weber, puisque c'est celle qui vous parle du plus loin, donc honneur à elle. Donc la question c'est, voilà, de l'autre côté de la frontière, côté français, comment est-ce qu'on perçoit ce projet? On sait que d'un point de vue citoyen, ces dernières semaines, il y a eu une réaction qui est aussi très vive, avec notamment le lancement d'une pétition, etc. Et qu'est-ce qu'il en est aussi dans les cercles politiques, que ce soit à Lyon, à Annecy, comment est-ce qu'on perçoit ce projet-là? Est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on risque d'être consulté ou est-ce que tout va se décider à Paris? Alors, je ne sais pas précisément où tout cela va se dérouler. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on essaye d'en parler le moins possible. Et aujourd'hui, des choses se passent entre des élus qui vont être concernés par les forages. Et aujourd'hui, on a effectivement des élus qui se trouvent confrontés à des principes de forage, d'arrêtés municipaux. Et nous avions un élu, le maire de Mainzier, qui était déjà venu à une réunion, qui évoquait, lui, les difficultés qu'il avait rencontrées, puisqu'il avait tenté de refuser ces forages sur son territoire, et il s'est fait retoquer par le préfet de Haute-Savoie, qui lui a dit « mais il n'en est pas question, s'il faut, j'irai au tribunal administratif », avec toute la pression que ça peut engendrer. Donc, si vous voulez, dans des projets de ce type, ce qui est attaqué, c'est notre fragile démocratie, avec un principe de consignes qui viennent du plus haut sommet de l'État, des préfectures, et avec des élus locaux qui se retrouvent bien embêtés, mais qui n'ont aucun moyen de faire face aux contraintes qui sont imposées par l'État. Donc ça, c'est un point significatif. Moi, je suis élu régional, et au niveau de la région, on ne parle pas du tout de ce sujet-là. Je sais que le département, en off, n'a pas l'air d'être particulièrement favorable, mais en tout cas, il n'y a pas d'information. Il faut bien comprendre là que les intérêts économiques majeurs, enfin, on est dans un projet, comme le disait Jean-Bernard, qui est le plus gros projet de génie civil. Qui a à gagner à ce projet? On a en France des grosses multinationales du bâtiment et des travaux publics qui, elles, ont tout intérêt à tirer les marrons du feu. Ça, c'est un premier point. Et puis, il y a aussi dans ces grands projets une logique de grands projets qui peut être aussi très séduisante pour les élus locaux. Qu'est-ce qui nous donne en compensation? On le voit sur un projet comme le Lyon-Turin, qui est aussi un énorme projet de génie civil. C'est un projet à 26 milliards d'euros. Hein, pour vous donner une idée, je crois que le tunnel sous la Manche, c'était 11 milliards d'euros. Hein. Donc, on est pour relier deux capitales. Alors, pour relier la capitale des Gaules et Turin, on a vraiment mis le paquet. Et ce qui se passe dans les communes de Maurienne, c'est effectivement j'ai envie de dire des petits maires qui se retrouvent avec des subventions particulières pour refaire un centre-ville,
des bibliothèques et qui peuvent être séduits, ou des propriétaires privés qui vont avoir des subventions pour rénover des logements, parce qu'il va falloir à un moment donné faire venir en masse du personnel pour réaliser ces grands chantiers. Et c'est aussi ça qui peut faire pencher la balance sur des sujets comme ça, et donc on a besoin que les citoyens se mobilisent de manière très très forte sur ce sujet, parce que les tentations sont grandes, tant par l'État d'imposer, de mettre sous cloche les élus locaux et sur le plan administratif, et à la fois les élus locaux de pouvoir profiter de bénéfices d'espèces excellentes et trébuchantes dans le temps actuel où on a du mal à boucler les budgets, pour financer des petits investissements sur leur commune. C'est ça qui est en jeu, me semble-t-il, aujourd'hui, à la fois la démocratie, le financement public qui est afférent, et tous les bénéfices qu'on peut avoir préalablement. Bon, merci beaucoup Fabienne. On voit que du côté français, on craint un petit peu pour le débat démocratique autour d'un projet de cette taille. Du coup, je me tourne vers Christina Meissner. Non, tu aurais préféré qu'on fasse dans l'autre ordre? Moi, du plus grand au plus petit, ça aurait été c'est légal. C'est légal, il n'y a pas de problème. Disons voilà, la question c'est de savoir comment est-ce que du côté Genevois, on peut imaginer aussi intervenir, sachant quand même que les procédures dont on a parlé, notamment l'autorisation de construire, sont des procédures fédérales dans ce genre de cas. Donc comment a été reçu, ou comment est-ce qu'on parle au Grand Conseil de ce sujet-là? Il y a eu cette intervention qui avait été faite, et donc qui était ma co-auteur, et un peu dans le microcosme genevois, quelle est la perception, la réception de ce projet à ce jour? Alors bonsoir tout le monde, alors c'est vu, on n'en parle pas. C'est un petit peu ça le problème, d'ailleurs merci à la Tribune de Genève d'avoir fait un super article hier. Je crois que peut-être ça va réveiller nos collègues, et surtout au niveau du Conseil d'État, parce qu'effectivement on sent que personne n'a envie d'en parler. Heureusement, au niveau suisse, nous avons une chance, c'est la démocratie directe. Ce qui fait que non seulement, oui, certes, le CERN est au-dessus avec des accords internationaux, mais il n'empêche qu'en ce qui concerne nos territoires, nous avons des moyens à tous les niveaux de pouvoir intervenir, et je dirais que tous ensemble, ils sont aussi puissants que finalement une volonté supranationale. Mais si tu permets, j'ai juste envie, avant de revenir sur la politique, de faire un petit passage dans mon histoire et dans l'histoire du coin. Parce qu'en fait, j'ai été, tu l'as mentionné, en 1990 et 2000, j'ai été secrétaire général de Pronatura, qui s'appelait l'AGPN à l'époque, et ça a été ma première rencontre avec ce territoire. Et finalement, les territoires, c'est pas simplement des projets de construction, c'est pas des millions, mais c'est aussi de l'émotion. Et c'est dans ce sens-là, on est attaché à notre territoire. Je suis de l'autre rive, mais celui-ci, il est particulier. C'est une plaine extraordinaire qui, dans les années, au début du siècle passé, a été, comme beaucoup d'autres rivières, la Sèvre a été corsetée dans du béton. On a assaini les marais. Et puis, ça c'était, dans les années de 14-18 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, il a fallu du temps, parce qu'évidemment, entre-temps, l'agriculture a utilisé des machines de plus en plus lourdes. Ce sont des sites marécageux. Les sols se sont tassés, la rivière a commencé à déborder. Bref, on n'avait rien résolu. Mais il a fallu attendre les années 80 pour qu'on s'en préoccupe de nouveau. C'est Pronatura qui a acheté finalement la parcelle des Creuses. Pour ceux qui sont de la région, vous verrez, c'est le cœur des marais de Sionnet. En parenthèse, c'est une surface de 5,2 hectares, et j'ai vu que la pyramide de Khéops faisait 5,2 hectares. Ça m'a marqué. Et puis voilà, donc là, sous l'impulsion de Pronatura,
parce que c'est finalement des régions marécageuses, à Genève on en a deux, c'est ici, et de l'autre côté, du côté de la Versoix. Donc c'est précieux pour les oiseaux migrateurs, pour tout ce qui est lié à l'eau. Et donc ce premier acte a été suivi ensuite par, il y a eu bien des tractations, le VPF Renatural du sont mêlés parce que je me rappellerai toujours de la parcelle d'Alexis Cortet qui était de l'autre côté des marais de Sionnet, comme on les appelle, et puis qui avait été remblayée. Et puis là, on a commencé à discuter avec les milieux agricoles. Ça a été long, c'est pas simple, mais c'était aussi au moment où on commençait à parler des prestations écologiques dans l'agriculture. Et puis, au miracle, il y a eu la charte de la SEMA qui a pu se réaliser avec tous les acteurs. Et puis, cette parcelle de Sionnet a pu à son tour être renaturée. Le cœur recommençait à battre. Et c'est dans les années, fin des années 90, que le canton s'en est mêlé. Il y a eu un travail qui a été jusqu'au Grand Conseil pour trouver les moyens financiers par des projets de loi pour renaturer la SEMA et ses marais. Et puis c'est là que l'État a pris le relais. Et le hasard a voulu qu'au même moment, moi je quitte ProNatura pour en 2000 rejoindre le programme de renaturation des cours d'eau de l'État de Genève et d'accompagner toute la renaturation de la SEMA. Et ça a commencé dans cette région avec effectivement le Nord du Paradis, le Chamboton, et on a été jusqu'aux sources de la chaîne de la SEMA, qui sont ces fameux marais de Royalbeau, pour arriver avec tous ces travaux qui sont passés dans les années 2000, à ce que la rivière, les marais, retrouvent leur fonctionnalité en termes d'oiseaux migrateurs, mais pas que. Il y a tellement d'espèces qui sont liées aux zones humides, qui sont extrêmement précieuses. Je rappelle qu'en Suisse, il y a à peu près 90% des marais, des zones humides, qui ont disparu. Donc on avait une responsabilité, on l'a prise. 30 ans. 30 ans pour retrouver un espace naturel fonctionnel qui est apprécié pas seulement par la nature, mais par tous les habitants, et pas que vous qui habitez dans la région, mais bien au-delà. Alors moi, voilà, on est 30 ans plus tard, puis on me dit qu'on va mettre une pyramide de Khéops à la place des creuses. Je veux dire, mais pour moi, c'est... Je veux dire, oui, c'est un projet pharaonique qui a dit ça, c'est la tribune, effectivement. Non, c'est pas possible. Pour moi, c'est un non-sens total, déjà par rapport aux efforts que nous avons faits et que nous devons continuer à faire pour sauver cette planète. Alors maintenant, le hasard, il y a des collisions, pas seulement là-dedans, mais de titres dans la tribune de hier, je vous la conseille, qui sont assez intéressantes parce que lundi, le conseiller d'État Antonio Gers a conclu un accord historique, parce que grâce à cet accord, eh bien, le plus gros producteur de CO2, c'est-à-dire nos habitations, on va réussir à atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. À l'accord. Je vous rappelle, c'est un accord qui, effectivement, permet de trouver les financements et les accompagnements, etc., pour que les villas, les petits immeubles, et pas seulement les grands, tout le monde se mette aux normes pour arriver à diminuer sa consommation énergétique. Et pendant ce temps, voilà, le même journal nous parle de ce projet pharaonique. Alors moi je m'excuse, mais la transition énergétique à Genève, moi je ne comprends plus. Il me semble qu'il y a une schizophrénie ou une amnésie absolument phénoménale et que j'aimerais bien que notre Conseil d'État nous explique, parce que c'est pas possible. On ne peut pas nous demander à nous de faire des efforts qui, à notre niveau, sont phénoménales. Je m'excuse, quand même, pour ceux qui sont propriétaires, vous saurez qu'arriver à respecter les nouvelles normes énergétiques, c'est pas simple. Vous avez vu à quel point aujourd'hui nous avons des problèmes d'alimentation énergétique, que ce soit avec l'électricité, pour trouver
des sources qui nous permettent d'atteindre cette neutralité. Et puis à côté, on va nous doubler la consommation actuelle de Genève. Alors là, j'espère et je pense qu'avec des séances comme celle-ci, notre gouvernement va quand même un peu se réveiller et nous donner des réponses un peu moins évasives que celles qu'il nous a données, n'est-ce pas, mon cher Philippe? Et que le monde politique se réveillera pas à tous les niveaux. Et je crois qu'il faut que ça soit à tous les niveaux. Au niveau communal, vous devez interpeller vos autorités. Au niveau cantonal, nous le faisons. Et puis, au niveau fédéral, ça se fait aussi. Et si tu permets, je crois que c'est la bonne transition vers Delphine. Bravo! Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être ici ce soir et de parler de ce côté-ci de la frontière, parce que c'est en effet un sujet transfrontalier. Et puis j'ai eu l'occasion d'en parler avec mes collègues à Almas il y a quelques mois, et je pense que c'est ce sujet transfrontalier qui nous anime ce soir, et puis qui heurte la démocratie. Et je pense que c'est juste de le dire et c'est juste de montrer quels sont nos leviers. Parce qu'au fond, un sujet comme celui-ci, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant, à part ça. Enfin, on l'a vu, et la présentation était très élogieuse à ce propos. C'est un sujet immense, et c'est un sujet aussi qui concerne directement la science. Donc je trouve qu'on doit réussir à avoir un débat qui soit suffisamment sain, c'est-à-dire de pouvoir mener un débat démocratique en connaissance de cause, c'est-à-dire de connaître le projet, de voir les impacts de ce projet, et puis de pouvoir s'exprimer dessus sans rentrer dans un combat contre la science, et de rester dans une logique de discussion. Et pour moi, c'est important, et je pense que typiquement une soirée comme celle-ci, elle fait partie de ce processus. Au niveau de la démocratie, eh bien, en Suisse, on a notre démocratie directe, et puis on a la possibilité à tous les échelons aussi de s'exprimer, et puis d'activer des leviers, et puis c'est ce que j'ai essayé de faire au niveau national, où j'ai déposé une interpellation, c'est une question au Conseil fédéral. C'était en septembre 2021, quand on commençait à parler de ce projet, pour demander si le Conseil fédéral, qui est directement impliqué, parce que c'est un projet qui est transfrontalier, et c'est un projet qui concerne directement la Suisse, mais aussi les États membres du CERN, c'est un projet qui est immense en termes de personnes concernées, personnes dans le sens État concerné, et bien évidemment, le Conseil fédéral a aussi un mot à dire, notamment à travers le plan sectoriel, j'y reviendrai, il a été évoqué tout à l'heure, mais sur l'interpellation que j'ai déposée, simplement de savoir si le Conseil fédéral avait posé la question de l'impact climatique, au sens large, émissions de CO2 et consommation d'énergie, d'un projet comme celui-là. Et puis, clairement, le Conseil fédéral m'a répondu quelques mois plus tard en disant que c'était prématuré d'évaluer les effets climatiques, et il se disait rassurant, parce que finalement, les exigences environnementales allaient être intégrées, mais que quoi qu'il en soit, c'était prématuré. Alors qu'on est dans la phase, au fond, d'études de faisabilité, évidemment technique, financière, mais naturellement aussi environnementale. Comment dissocier les choses? Alors, une année plus tard, j'ai déposé un postulat. Mon postulat, j'ai demandé au Conseil fédéral de faire un rapport sur la possibilité de faire intervenir le débat public dans le cadre de ce projet, et notamment les associations environnementales, de manière à entendre leur vision aussi du projet, et puis d'intégrer aussi cette réflexion dans le cadre des réflexions autour de ce projet. Et puis clairement, le Conseil fédéral se veut encore rassurant en disant mais finalement c'est le plan sectoriel qui va tout gérer. Alors ce sectoriel, il a été évoqué. Alors il est avantageux parce qu'il permet, son nom l'indique, il est sectoriel, il permet de parler d'une chose un petit peu hors sol, un peu indépendamment des autres choses, et puis concerne directement le CERN au sens large, pas seulement ce collisionneur, mais les projets de manière générale du CERN. Et puis, ce que nous dit le Conseil fédéral, c'est qu'au fond, c'est ce plan-là qui va clarifier et faciliter la procédure administrative qui concerne le territoire. Et puis, concernant le CERN de manière générale, et pas seulement le collisionneur, mais donc il noie un tout petit peu la question. Et puis surtout, ce qu'il nous dit, c'est qu'au fond, ce plan sectoriel ne va pas engager la Suisse dans le processus. C'est simplement, finalement, c'est un plan qui n'a pas d'engagement formel. Donc c'est écrit noir sur blanc sur la réponse du Conseil fédéral. Mais ce qu'il dit aussi, c'est qu'on a besoin de base légale, parce qu'aujourd'hui on n'en a pas pour faire ça, et puis que dans ce sens, le Conseil fédéral va faire un message, ensuite il y aura une consultation suite au message qu'il va écrire,
Et puis là, cette consultation, naturellement, comme chaque consultation, va partir loin à la ronde, et là, on aura l'occasion de s'exprimer. Donc si je fais juste cette historique, c'est pour vous dire qu'au fond, on a des occasions de s'exprimer. Et je pense qu'il faut toutes les saisir, notamment à travers cette consultation qui aura lieu large à la ronde, de manière à pouvoir s'exprimer sur un projet comme celui-ci. Mais, alors ça c'est la chose réjouissante des moments où on a des outils d'expression, mais la chose qui inquiète, c'est le fait que le Conseil fédéral, et le dit directement dans la réponse, il n'envisage pas un rapport sur l'impact climatique dans le cadre de son plan sectoriel. Et ça, de mon point de vue, c'est extrêmement grave. Parce que si je veux participer au démocratique, je veux rentrer en discussion avec le CERN, parce que je trouve que c'est important, ça touche notre territoire, ça touche, on l'a vu, je pense que la question du territoire, elle est vraiment importante. Elle est importante aussi parce que ce sont des vraies questions qu'on se pose aujourd'hui, et dans un souci de cohérence, et tu l'as dit Christina, cette cohérence de dire que d'un côté, on vote une loi sur l'électricité, on aura l'occasion de la voter au mois de juin, la loi, le Mötterlass, comme on l'appelait en Suisse allemande, c'est la loi électricité qui sera votée en juin. Et bien dans cette loi, il y a un article qui écrit noir sur blanc que le programme des économies d'énergie, ça fait partie de notre plan, énergétique. Et on va développer les renouvelables, bien sûr, mais à côté de ça, les économies d'énergie est une ressource en soi d'énergie. La non-consommation devient tout d'un coup en bonus. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, je m'en réjouis beaucoup, mais c'est vrai que c'est clairement inscrit dans cette loi. Et à côté de celle-ci, il y a la loi sur l'aménagement du territoire, la LAT 2, qui elle aussi, elle a été acceptée par les deux chambres, et puis celle-ci, elle travaille sur la question du mitage du territoire, la protection des terres agricoles, et puis aujourd'hui, on le sait, on dépasse complètement les zones constructives, on dépassé l'espace qui leur était dédié, on a mordu largement sur les terres agricoles, et puis aujourd'hui, on doit freiner cette frénésie-là, et puis la LAT 2, la loi sur l'aménagement du territoire numéro 2, permet justement d'équilibrer un maximum et de préserver nos terres agricoles. Donc ça, ce sont deux textes nationaux un, on ne votera pas parce qu'il a été voté dans les deux chambres, l'autre, il y a un référendum, donc on le votera au mois de juin. Mais ça veut dire que c'est des vraies questions qui sont posées sur la table avec des réponses. Et c'est vrai qu'un projet comme celui-ci, on a l'impression d'une forme d'incohérence par rapport à ces grands-thèmes. Maintenant, où on peut nuancer un peu le propos, c'est qu'évidemment, c'est un projet qui ne concerne pas que Genève, naturellement, qui ne concerne pas que la France voisine, qui ne concerne pas que la Suisse, mais qui est un projet d'envergure internationale. Et c'est ça la question. Mais c'est pour ça que je pense que c'est important d'en parler, d'avoir le CERN, et c'est très bien que le CERN soit là ce soir aussi, je trouve, parce qu'il faut qu'il y ait cet échange. Évidemment, il faut un territoire. Quel territoire? Le nôtre, un autre. Et puis après, comment est-ce qu'on développe des projets comme cela, toujours avec à l'esprit, et ça c'est vraiment une chose aussi moi qui m'anime en politique, c'est la question de l'éthique et de la proportionnalité. Quel projet, pour quel impact, avec quel apport à la fin. Et ça, je pense qu'on doit le garder en tête dans le cadre de tout ce débat-là, et puis s'assurer au moins qu'on ait accès à tous ces leviers démocratiques de manière à pouvoir utiliser chaque poche d'expression de manière à participer à ce débat, parce que même si c'est un débat avec des intentions au niveau international et de haut vol, naturellement, et on ne remet pas ça en cause une seule seconde, il ne s'agit surtout pas de s'opposer à la science, et ça je pense qu'il faut vraiment... C'est délicat, évidemment, c'est très délicat. Pas s'opposer à la science, naturellement on a besoin de la science, on a besoin de la recherche, ça c'est évident, mais dans quelles conditions, avec quel dialogue? Et ça je pense que c'est un élément essentiel. Une soirée comme ce soir permet cet échange, et je me réjouis en tout cas que vous soyez aussi nombreuses et nombreux, et puis qu'on puisse surtout passer à l'échange, qui est la suite d'ailleurs de la soirée, j'imagine. Je vous remercie. Merci beaucoup Christina et Delphine. On le voit, évidemment un projet comme celui-là, il rentre forcément en contradiction avec les politiques locales et nationales en termes d'énergie, de climat, de protection de la biodiversité. On le voit aussi, on est réjouis de savoir qu'il y aura quand même du débat démocratique en Suisse quelque part, donc ça nous permet, on le commence quelque part ce soir déjà, le débat démocratique avec la phase de discussion avec la salle. Donc vos questions, vos remarques, vos interventions sont les bienvenues. On est nombreux ce soir, donc on n'a qu'un seul micro. Donc ce que je propose, c'est qu'on prenne 3 interventions d'affilée dans le public, et ensuite on fera réagir nos différents intervenants aux questions qui ont été posées. Puis je vous demande, comme on est nombreux et qu'on n'a pas envie de finir trop tard pour pouvoir quand même passer du fait, s'il vous plaît, d'être concis dans les questions et les interventions, et de ne pas partir dans trop long débats.
Voilà, et puis si vous pouvez peut-être très brièvement vous présenter, volontiers au moment de prendre la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se lance? Très bien. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation. Je m'appelle Denis Duprat, je suis paysan à Corsinge, commune Rouillé, et j'ai participé énormément à la renaturation de la Sénat. Ce lieu me tient à cœur particulièrement. Il y a une chose qui m'étonne, c'est qu'il me semble qu'il y a des messages erronés. Par exemple, il n'y a pas une pyramide de Khéops qui va se construire dans la parcelle qui sera bien animée par ce projet. Mais normalement aussi, la parcelle doit être mise à niveau après les bâtiments. Ce qui m'étonne aussi, c'est combien ici il y a de personnes qui pourraient nous parler de la relativité restreinte ou de la relativité générale, ou combien de personnes c'est que c'est Einstein qui a écrit l'équation avec MC2. On est dans un monde de fou avec ce projet, c'est un monde absolument dingue, ce qui est magnifique, j'en sais rien, il nous dépasse tous. C'est un projet absolument mondial. Et ce qui m'étonne dans votre sensibilité dans la plaine des Marais à sauver cette région, c'est qu'on parle d'une parcelle de 4 hectares. Évidemment, si cette parcelle venait à disparaître, c'est vraiment désolant. Mais il y a le projet de l'autoroute qui devrait passer dans cette région. Et vous êtes focalisé sur une parcelle de 4 hectares et vous n'êtes pas du tout en train vous avez oublié qu'on a voté pour la traversée du lac. Et que dans la traversée du lac, il y a une autoroute qui passera exactement dans ce joyau écologique que vous et tous nous aimons et que nous avons évoqué. Voilà, merci beaucoup. On aura certainement l'occasion, si le projet de traversée du lac se poursuit, de refaire des débats comme ceux-ci sur ce genre de sujet. Mais on va répondre à votre question. Je prends encore 2 interventions. Oui, merci Anne. Roman de l'association de Ce qui m'interpelle dans ce projet, c'est le silence du CERN. C'est le silence du CERN. Jean-Bernard, qui est un acteur suivi du revenu scientifique, est venu voir l'association de il y a une année, une année peut-être, pour commencer à parler de ce projet. Comme vous le savez, dans tous les projets, il y a des projets qui se font en silence, c'est un peu le cas de celui-ci. Et lorsque le projet est un peu touchant, les nations qui devront voter par rapport à ce projet auraient voté sur ce projet, et en fait, on aurait eu un projet qui aurait été complètement ficelé et qui aurait été certainement le CERN présenté à la population, parce qu'à un moment donné, il fallait bien le présenter, mais ce projet aurait déjà été largement ficelé. Alors qu'aujourd'hui, de par le fait que Jean-Bernard a tiré la sonnette d'alarme, on peut aujourd'hui être dans cette salle et pouvoir en débattre. C'est quelque chose de très important. Et moi, ce que j'attends maintenant, c'est d'avoir un débat contradictoire avec les personnes du CERN pour qu'on puisse vraiment dialoguer avec eux. Parce que pour l'instant, c'est un peu une discussion entre nous, et c'est malheureux que le CERN ne soit pas plus proactif dans la communication par rapport à ça. Alors, je sais qu'il y a une intervention au fond, mais comme il y a une intervention là, et en plus c'est une dame, je lui donne la priorité qui chasserait. Bonjour, merci pour cette présentation. La première chose que je voulais dire, c'est que fortuitement, c'est complètement fortuitement que j'ai été au courant de cette intervention. Or, j'habite Creusins depuis 40 ans. Et en 40 ans, Creusins a beaucoup changé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il était une époque où, quand on a fait les travaux, on se baignait dans un tonneau chauffé au soleil, quand on n'a pas de salle de bain. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui viennent, et je pense que cette région n'est pas simplement importante pour notre petit confort et notre privilège, mais il y a un moment donné où les choix sont irréalisables. Ça a été dit d'une certaine manière. Donc ma demande, ce serait que, puisque nous sommes réunis, qu'on prenne des contacts pour pouvoir réagir, ça veut dire
qu'on soit au courant des possibilités de réagir. Parce que vous l'aurez compris, je suis consternée par ce qui se passe. Maintenant aussi, on lit, j'ai vu ce matin, que Bruxelles vient de décider une drastique diminution du CO2. Donc si on veut aussi faire, garder un contact avec l'Europe comme on le prétend, enfin il y a des incohérences qui sont complètement... Aussi j'ai lu que Cholet est labellisé cité de l'énergie pour son effort. Enfin bref, on marche dans la tête que j'avais fait à suivre. Et le projet des Marais de Sionnet avait été déclaré projet unique en Europe. Donc tout est unique, extraordinaire, et il n'y a pas de cohérence entre eux. Bon, merci pour vos retours. Avant de distribuer la parole, peut-être juste, moi je peux me permettre de répondre à un point, peut-être Jean-Bernard complétera, mais c'est en ce qui concerne la présence de physiciens ce soir qui seraient capables de nous expliquer finalement quoi l'utilité de base du projet. Je dois vous dire qu'à Noé 21, depuis qu'on s'intéresse à ce sujet, on cherche et on interroge, on a eu pas mal de discussions avec des physiciens, mais toujours des discussions, on va dire, en off, avec un certain nombre de scepticisme aussi sur ce sujet, parce qu'on se rend bien compte dans la communauté scientifique que malgré l'intérêt scientifique de la chose, il y a des impacts forts. Mais c'est vrai qu'à ce jour, il n'y en a aucun, et on a souhaité à plusieurs reprises que certains puissent publiquement aussi avoir un avis sur la question. Et c'est vrai qu'il y a une certaine réticence à ce stade, en tout cas c'est ce qu'on a pu constater, à publiquement s'exposer sur un sujet comme celui-ci qui peut concerner des collègues, qui peut évidemment qui a une importance aussi forte pour la communauté scientifique. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas un sujet qui nous a échappé, c'est un peu comme la présence du CERN qu'on a souhaité et qui est là, et donc peut-être d'ailleurs ça permet de rebondir sur ce point-là puisque quelque part vous avez été directement interpellé. Donc, je me permets de vous passer la parole à Arnaud Marcelli. Merci beaucoup. Oui, je termine un petit mot parce que effectivement, je pense que c'est pour ça que je suis présent aujourd'hui. Donc, je suis Arnaud Marcelli, je suis porte-parole du CERN. Aujourd'hui, je suis moins venu porter la parole que porter l'écoute. On pense que c'est très important le dialogue, on pense que c'est très important d'écouter les préoccupations, les inquiétudes. C'est pour ça que je suis là. Alors bon, je suis un petit peu surpris quand j'entends dire que le CERN n'en parle pas, parce que d'abord nous on en parle et on veut en parler. On a entendu parler tout à l'heure de l'article dans la Tribune de Genève, c'est nous qui avons contacté la Tribune de Genève pour qu'on en parle. Donc on est volontaire pour engager la conversation. Ça fait déjà des mois qu'on discute aussi avec Noé 21, qu'on accueille Noé 21 au CERN et qu'on a des échanges régulièrement. Voilà, donc si je suis présent, c'est voilà, pour vous dire que oui, on veut écouter, oui, on veut dialoguer. De la même manière que j'étais présent à Annemasse, j'étais venu dire à Annemasse qu'au mois d'avril, on va organiser une réunion justement au CERN pour accueillir tous ceux qui veulent en entendre parler un peu plus, pour livrer des éléments techniques concrets. Donc, moi, je salue le travail de Jean-Bernard parce qu'il a fait un travail de fou. Comme il a montré, beaucoup des documents qui ont été montrés viennent du CERN. Oui, évidemment, il y a des inexactitudes. Il y a des inexactitudes parce que c'est complexe, parce que l'étude de faisabilité n'est pas terminée. Donc, c'est aussi difficile de parler d'un projet avant que le projet soit non pas ficelé, mais au moins bien défini pour qu'on sache de quoi on parle, en termes d'impact, en termes d'environnement, en termes de... Voilà, si on ne va pas engager la bataille des chiffres aujourd'hui, mais par exemple sur la consommation énergétique, on sait déjà que c'est moins que ce qui a été présenté ici. Alors voilà, c'est un grand projet, c'est une grande ambition, ça demande aussi une grande attention de notre part, et c'est pour ça que je suis là ce soir, pour vous porter cette parole-là. Voilà, on est prêt à débattre, on est prêt à ouvrir la discussion. Oui, évidemment, c'est un projet qui tient à cœur du CERN, des physiciens. Oui, très certainement, vous trouverez des physiciens qui sont peut-être pas convaincus de ce projet-là. C'est normal. Le débat il existe aussi au sein de la communauté des physiciens. Malgré tout, quand même, il faut savoir que si ce projet il en est à l'étude de faisabilité, c'est parce que les physiciens de toute l'Europe et plus largement aussi du monde entier, depuis des années déjà, travaillent et réfléchissent à comment aller plus loin dans l'exploration. Il n'y a pas de monopole du goût de la nature ici dans cette salle. Le CERN de la nature, c'est ce qu'on explore tous les jours. Voilà, oui, c'est un grand projet, oui, ça aura un impact. On veut le limiter et on va tout faire pour le limiter. Quand même, il faut bien voir que c'est un tunnel
qui est à en moyenne 200 mètres de profondeur. Donc la plupart du projet, il est sous les pieds, il ne sera pas visible. Oui, effectivement, donc il y a un terrain de, voilà, j'entends 4 hectares ici, et les efforts sont déjà faits pour voir comment on peut limiter l'impact sur le paysage, l'impact écologique. Donc voilà, ce dialogue-là, il est important. On va le mener, on a déjà commencé à mener de notre côté pour voir tous les défis auxquels on devra faire face. Et voilà, on t'accueillera avec plaisir au CERN pour en débattre. Et non seulement ça, mais après la réunion du 24 avril, on prévoit aussi de faire des réunions publiques avec tout le monde, au plus près du terrain, donc dans les municipalités où il va y avoir des sites de surface notamment, dans les municipalités où il va y avoir des sondages géologiques, parce que effectivement c'est notre rôle aussi d'expliquer, c'est notre rôle d'engager la conversation avec vous, pour lever les inquiétudes, pour voir là où il y a des préoccupations. Il y a sans doute des choses dans la définition du projet qui peuvent être améliorées encore. Donc voilà, c'est ça aussi la démocratie. Nous, on est prêt à engager cette conversation. C'est ce que je veux vous dire ce soir. Très bien, on se réjouit en tout cas d'en savoir plus le 24 avril, pour pouvoir reprendre. On en sait déjà beaucoup grâce à Jean Bernard. Peut-être même vous avez appris des choses ce soir. Je vais pas me déposer la parole. Je vais pas me déposer la parole, mais je ne suis pas prêt à engager une discussion technique parce que c'est complexe, parce que moi je ne suis pas compétent. Mais c'est vrai, il y a plein de préoccupations locales qui vont se poser. Donc voilà, le document qui a été mis à jour par Noé 21, voilà, précise pour Cholet, mais voilà, tous les sites de surface vont être étudiés de près pour minimiser l'impact. Moi, il y a quand même une question qui me taraude, parce que moi je suis scientifique aussi, je suis physicien, et je dois dire que ça me fascine. Le mystère de la matière noire, par exemple, quelque chose qui me fascine. J'aimerais bien, de mon vivant, qu'on ait des réponses à ces questions. Il y a 95% de la matière de l'univers, on ne sait pas ce que c'est. C'est vrai que c'est une question fascinante. Mais je me dis aussi, on a cette urgence climatique, ces défis de notre génération. Pendant 25 ans, on va devoir se battre corps et âme pour essayer de trouver des solutions pour continuer à vivre de manière décente, intéressante sur notre territoire. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, une priorité c'est ça, puis en fait la recherche fondamentale, il n'y a pas vraiment d'urgence, c'est important, mais on ne pourrait pas décaler de 20 ans finalement ce projet? C'est peut-être une question qui n'a pas de réponse à apporter, mais si vous... Non mais là, c'est moi qui n'ai pas répondu. Je pense qu'il n'y a pas de recherche appliquée sans recherche fondamentale. Et ça, c'est aussi un message important, c'est-à-dire que, voilà, on a parlé de peut-être la deuxième machine qu'on ferait à terme, mais effectivement, ça fait partie du projet. Si on fait un tunnel, c'est en se disant qu'on pourrait l'utiliser effectivement, pas juste sur 10 ou 20 ans, mais jusqu'à la fin du siècle. Okay. Mais on pense aussi que voilà, on peut aider à développer des technologies qui vont permettre aussi d'aider, notamment voilà, sur la supraconductivité. Si on peut trouver, et ça fait partie des recherches au CERN pour limiter l'impact des éléments, si on peut améliorer la supraconductivité à température plus élevée, ça peut avoir des applications énormes en termes d'économie d'énergie. Donc voilà, la recherche fondamentale, elle est aussi là pour pousser les technologies et chercher des solutions, et former des cerveaux qui sont capables de faire face aux défis de demain. Et si ce projet peut aider à solutionner des problèmes difficiles actuels, je peux vous souffler une idée, ça circule un petit peu, on dit mais pourquoi est-ce qu'on ne rajouterait pas un tunnel à voiture à côté de ce tunnel? Il y a une question de monsieur là qui depuis longtemps patient. Bonsoir à tous. Et je félicite les organisateurs de cette soirée parce que effectivement ce débat est nécessaire. Je suis là avec deux casquettes. La première, c'est en tant que député, je peux vous garantir que le débat aura lieu. La deuxième casquette que j'ai, je suis responsable de l'association Île Verte. L'Île Verte est un espace, et l'espace responsable des innovations sur la transition écologique au sein du Salon international des inventions de Genève.
Là, si je peux peut-être juste faire une petite parenthèse, le Salon international des inventions de Genève, l'année dernière, nous avons eu plus de 350 universités d'Asie qui sont venues. Nous avions pratiquement toutes les plus grandes universités, donc de Chine, de Thaïlande, d'Indonésie et autres, qui étaient à Genève. Il y avait plus de 1000 professeurs d'université à Genève et, hélas, pas un seul représentant de l'université de Genève. Mais ceci dit, j'aborde le sujet de l'innovation. Alors, évidemment, l'innovation est excessivement importante. Ce projet, si je reviens sur ce projet, c'est un projet sur le plan innovation qui est vraiment un projet mondial. Il y aura certainement plus de 1000 brevets qui seront liés à ce projet. Et je prends un qui a été cité dans la tribune, c'est l'intérêt sur des recherches sur le supraconducteur. Et là, on apprend que grâce aux recherches que le CERN entreprend sur 7 parties particulières, mais c'est certainement une de 1000 ou même de plus, on arrivera quasiment à réduire l'usage de l'électricité, si j'ai bien vu. Et je prends cet exemple pour le remettre au niveau cantonal, c'est que nous avons à Genève des projets qui sont, à l'heure actuelle, irréalistes, notamment Génilac, dont tout le monde en parle. Il y a une utilisation d'électricité pour Génilac absolument invraisemblable, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Genève, à l'état actuel, nous produisons à peu près 12 ou 13% seulement de notre électricité, et nous avons absolument besoin de l'innovation pour la transition écologique. Et pour ça, je vous invite tous à venir au Salon international de la recherche à Genève, qui aura lieu du 17 au 21 avril. Merci. Merci beaucoup pour ces explications. Je voulais revenir sur la nécessité de ce projet. S'il existe déjà un accélérateur qui a 21 km, qui a nécessité de construire un accélérateur à 91 km de diamètre. Est-ce que le son veut aller plus au-delà de la vitesse de la lumière? Si ça, c'est des projets, il peut renouveler les accélérateurs existants. Et je voudrais ajouter un autre commentaire. Si c'est un projet européen, il y a beaucoup de parties en Europe qui sont désertiques ou inhabitées. Pourquoi venir construire cet accélérateur ici, dans le canton de Genève, dans le commune de Chevex et de personnes? Alors, je ne vois pas la nécessité, l'utilité, le profit, le bénéfice. Oui, théoriquement, on pourrait savoir de quoi sont faits les trous noirs, mais est-ce que ça va nous profiter à nous? Merci. Merci. Je prends une troisième intervention depuis. Merci Jérôme. Très bref, mon intervention est d'ordre politique. Peter Mosli, Ferré-Voltaire. Je suis concerné, comme je faisais l'intervention, par un puits qui existe depuis les années 60 et également par un site à ciel ouvert sur le nouvel accélérateur. Et j'invite les organisateurs, je les refélicite énormément de cette soirée, la prochaine fois de impliquer impérativement un ou deux députés européens, surtout dans cette phase cruciale où la Suisse vient de recommencer à négocier avec Bruxelles, curieusement un peu avant l'échéance des élections européennes du début juin, un eurodéputé est politique au niveau européen parce qu'on n'y coupe pas. C'est un projet à pas mot d'envergure européenne, stratégique européenne. Au sein du Conseil, l'immense majorité sont les États membres de l'Union européenne et quelques États qui gravitent autour. La Suisse étant simplement un État hôte, mais également membre à part entière. Donc ça ne sera pas inintéressant. Appel aux organisateurs.
Merci pour la suggestion. Et puis je prends encore une 4e prise de parole afin de voir si au niveau des intervenants, ça suscite des réactions. Bonsoir, moi j'ai une question à Mme Kloppenstein. Vous avez dit que le Conseil fédéral n'était pas très loquace suite à vos questions. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous avez une idée? Pour quelle raison? Est-ce que les jeux sont faits ou il y a d'autres raisons? Encore tout à fait. Merci. Du coup, je passe directement le micro à Delphine et puis après on verra s'il y a d'autres réactions. C'est probablement qu'il veut travailler sur son plan sectoriel et puis sortir avec un message déjà organisé. Après, ce qui est important de savoir, c'est que quand le message sortira, il y aura une consultation. Et c'est ça qui est bien comme dans nos institutions, c'est que chaque message, c'est-à-dire chaque projet du Conseil fédéral, sort publiquement, et puis ensuite la consultation est distribuée largement. Il faudrait en tout cas s'assurer qu'elle passe au bon endroit aussi, et ça c'est aussi une chose à laquelle on pourra veiller. Mais s'il n'est pas si loquace, en effet, il a envie en tout cas de maîtriser la situation, il n'a pas trop envie d'être embêté pour puiser son message. Mais je pense qu'on a toujours encore le moyen d'agir, notamment grâce à la consultation, et je pense qu'il faudrait vraiment être alerte à ce niveau-là. Merci. Est-ce que sur la question de l'innovation, sur la question est-ce qu'il serait possible de renouveler l'existant plutôt que de refaire un tunnel, ou sur la question d'un autre lieu, est-ce que je ne sais pas si Jean-Bernard, tu as des éléments là-dessus ou pas spécifiquement? Il me semble qu'il faut bien faire la distinction entre ce que le CERN recherche, sa mission, c'est-à-dire entre autres le boson de Higgs et le comportement des particules. Il y a de l'aveu même du CERN aucune application pratique à ce qu'il fait. C'est extrêmement intéressant, mais il n'y a aucune application envisageable. Maintenant, certains disent, et c'est peut-être vrai, on ne peut pas à l'avance savoir que d'ici 50 ans, ça ne servira pas à quelque chose. Il y a très très peu de chances qu'on voit quand on voit dans quelles conditions ça va être réalisé, ces expériences. Jusqu'à 40 ans, tout ce qu'on a découvert en mécanique quantique, vous l'avez sur vos montres, sur vos téléphones, etc., c'était utile. Maintenant, ce qu'on découvre, c'est utile pour l'accroissement de la connaissance. On n'y voit aucune application pratique. Donc ça intéresse. Moi, j'estime qu'il y a 40 000 physiciens des particules sur la planète, plus ou moins quelques dizaines de milliers, et quelques millions de personnes qui s'intéresseraient à la question. Et autrement, en fait, la science, c'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'on dit en général, les personnes qui étudient ça, la science, en fait, n'intéresse pas grand monde. Ce qui intéresse les gens, c'est les applications techniques, on est dans les gadgets, ça nous est utile, mais cet intérêt, il est partagé par un petit nombre, tant mieux, qui maintiennent la flamme. Et le CERN a tendance à dire que ce projet intéresse toute la planète, donc il faut mesurer son impact, le diviser par 8 ou 9 milliards d'habitants. Mais en fait, il y a 40 000 médecins en Suisse. Si les médecins en Suisse disaient, nous, on va faire une expérience qui sera utile, espérons-le, et on a besoin de la consommation électrique d'une ville de 700 000 habitants, je ne sais pas très bien comment on l'agirait. Maintenant, il y a des retombées techniques. On peut dire avec un budget annuel d'1,2 milliard et des projets à plusieurs dizaines de milliards, ce serait con s'il n'y avait pas de retombées techniques. Merci. Christina, tu peux aussi réagir. Alors, c'est vrai, j'ai aussi une formation scientifique, mais là, c'est plutôt la ménagère de plus de 50 ans qui va s'exprimer. Écoutez, c'est clair, la recherche fondamentale, elle est super importante, mais elle ne garantit pas qu'on trouve quelque chose d'utile. C'est pour la recherche, elle est importante, et jusqu'à présent, le CERN a toujours été bienvenu. Il consomme quand même aussi de l'électricité, des quantités d'eau et d'énergie importantes, il ne faut pas le nier, mais il est bienvenu. Aujourd'hui, on doit faire des choix fondamentaux. Est-ce qu'on va continuer à courir, excusez-moi, après le boson de Higgs ou son cousin, et peut-être trouver une solution pour sauver la planète, alors qu'elle est sous nos yeux? C'est la préservation des terres, c'est la préservation des forêts, de la canopée, des zones humides, qui participent toutes, mais vraiment toutes, à nous sauver. On a la solution. Elle est là. Le boson de Higgs, il faut qu'il attende là.
je propose, c'est 9h30, on fait encore un tour un round de questions. Là, je vois 3 mains. Il y en a encore beaucoup. Donc j'ai ici un monsieur, madame derrière, et puis au fond, on pourra poursuivre évidemment la discussion autour d'un verre ensuite, hein, mais on va limiter encore cette prise de parole. Merci. Je m'adresse à vous, monsieur le représentant du CERN, juste pour vous poser une question. Et je pense que vous devez savoir que les Chinois sont en train de travailler sur un projet identique qui, lui, ne fera pas 91 km, mais à environ 100 km de circonférence. Et pour moi, je pense que les physiciens ont l'habitude de travailler ensemble dans le monde entier. Et Mme Doppelstein et d'autres interlocuteurs ont parlé de la mondialisation, que tout aujourd'hui est mondial. Alors pourquoi on ne se mettrait pas tous ensemble, les physiciens européens et les physiciens chinois, pour essayer de faire un projet? Et je pense que là-bas, ils auront moins de contraintes que sous le Jura et les Alpes. Merci. Oui, merci. J'ai entendu avec intérêt Mme Fabienne Weber parler de la réaction des élus français. Je suis très inquiet d'entendre que quelque part ils se ferment le bec mutuellement dans le sens de la hiérarchie. Et ma question, auquel vous ne pourrez pas répondre, c'est: y a-t-il des pots de vin chez les élus? Il y a Madame Derrière. Alors, on dit qu'on a la salle jusqu'à 23h. Alors, comme il y a beaucoup de mains qui se lèvent, il y a une volonté de débat, et c'est quand même le sujet de la soirée, la volonté de pouvoir ouvrir le débat, je vais encore faire quelques tours de prise de parole. Merci. Merci. Sylvie Hôtelier. En fait, moi, je lance un peu un appel aux élus des communes qui sont ici, parce qu'il y a un truc que je n'ai pas très bien compris. Ce projet, il concerne quand même les agriculteurs en premier lieu, et ils sont presque pas au courant qu'il va se passer un truc pareil sur leur terre. J'aimerais bien savoir pourquoi. Il y a quelqu'un qui peut me répondre? Pourquoi on leur dit, on n'a rien dit à personne, surtout à ceux-là qui défendent le terrain? Je dis qu'ils sont pas tout à fait disent, mais ça sort d'où cette histoire? Est-ce que les communes concernées ont averti leurs agriculteurs de ce grand délire? Les communes concernées ont-elles elles-mêmes été averties? Oui. Première question. En 2022. Merci. Bonsoir à tous. Je me présente. Premièrement, Stéphane Borsard, ingénieur à la retraite. Et j'aimerais féliciter tous les intervenants qui ont parlé ce soir. Je les ai tous bien entendus et vous avez tous raison. Finalement, pour vous préciser un peu le fond de ma pensée, j'ai côtoyé le CERN depuis les années 1975, ce qui fait que j'ai vu son évolution. Et je peux vous dire que c'est une institution qui est exemplaire. Et je me permettrai à la fin de mon intervention de paraphraser Étienne Klein, physicien renommé, qui parle du CERN, justement. Alors, monsieur a parlé de la Chine. C'est justement le sujet. Il faut, si on se préoccupe uniquement du côté écologique de la chose, il vaudrait mieux que ceux qui sont opposés à ce projet deviennent, deviennent supporters de ce projet, qu'il se fasse en Suisse. Parce qu'imaginez ce qui va se passer au niveau écologique dans un pays comme la Chine. Ici, nous avons tout loisir de contrôler ce qui se passe, et le CERN est une institution qui est parfaitement à même de défendre la nature et de défendre au mieux les intérêts de celle-ci. Et si on laisse faire, c'est la Chine qui va faire ce projet. Je vous laisse imaginer les impacts écologiques. Et finalement, la question est, à laquelle il faut répondre, faut-il ou non réaliser ce projet dans l'intérêt de la science?
Et s'il faut, peut-être le décaler 20 ans. Mais la grande question, c'est celle-là. Et finalement, si ce projet doit se faire, selon moi, il est mieux qu'il se fasse ici parce qu'on doit contrôler les effets écologiques et ça apportera un delta de connaissances d'entreprises européennes et non plus chinoises qui fournissent déjà tout aujourd'hui. Voilà. Merci à tous et bonne continuation. Je poursuis mon tour de prise de parole. Il y a ici une représentante de la jeune génération qui a envie de prendre la parole. Excellent, Célestine. Moi, c'est Célestine de François Descourtis, élève de l'école de Foulet. Et je voulais savoir comment et où vont-ils trouver l'énergie pour alimenter le tunnel ou l'accélérateur? Une très bonne question. On va voir ça les réponses. Et on avait une ici, et après je reviendrai vers les intervenants. Bonsoir, Nicolas Jean, j'habite Cercy, en fait c'est un petit village un peu comme Choulet qui est tranquille au bord de la rivière des Us et qui va être donc concerné par un des sites techniques. Un des arguments majeurs la dernière fois à la réunion d'Annemasse, c'était de dire justement si ce n'est pas nous qui le faisons, ce serait la Chine qui le fera. Bon, il faudrait être un petit peu digo pour croire que si la Chine a envie de le faire, elle va se priver parce que nous, on le fait. Déjà, à mon avis, on ne peut pas prendre les enfants de mon Dieu pour des canards sauvages. Deuxième chose, en venant, on se faisait la réflexion avec quelques amis de se dire, oui, effectivement, si c'est en Chine, il n'y aura pas de notion démocratique là-bas. On va imposer le projet et puis il se fera. Et en fait, en faisant le parallèle avec ce qui se passe ici, on s'est posé la question, donc elle sera pour le représentant du CERN, à quel moment le CERN demande l'avis des habitants de la région, que ce soit du côté suisse ou du côté français. Comme une question qui est directement adressée au CERN, je propose de vous passer la parole pour commencer. Oui, il y avait plein de questions, alors je vais essayer de prendre une par une. Pour la Chine, juste très rapidement, et plutôt pour répondre à monsieur, tous ensemble, ça fait 70 ans qu'on fait tous ensemble. Le CERN, c'est déjà 23 États membres, c'est plus de 600 nationalités. Et voilà, les Chinois aussi, les Japonais, les Américains. Aujourd'hui, la plus grosse communauté de physiciens au CERN, ce sont les Américains. Parce que les Américains, un jour, ils ont voulu faire un grand accélérateur, ils ont arrêté, et aujourd'hui, ils font tout pour récupérer le leadership. Donc, en Europe, c'est probablement le seul domaine scientifique où on a gardé le leadership. Et donc, c'est aussi ça la question, au-delà de la Chine ou pas la Chine, est-ce qu'on veut continuer à garder en Europe un grand centre de recherche fondamentale qui a le leadership mondial, qui s'est fait ici. Maintenant, pour savoir sur pourquoi on ne réutilise pas le LHC, c'est une très bonne question. On sait que, en fait, pour augmenter l'énergie, la capacité des accélérateurs, il faut soit augmenter l'énergie, soit augmenter la taille. Aujourd'hui, on ne sait pas augmenter l'énergie de nos aimants. Et donc, voilà, la seule solution pour aller plus loin dans l'exploration, c'est de faire quelque chose de plus grand. Voilà. Sur la question il y a eu beaucoup de questions aussi sur peut-être les municipalités, pourquoi c'est pas débattu. C'est débattu, la preuve, on est là en train d'en discuter. Le rapport jusqu'à présent, le rapport de l'étude de faisabilité, il n'est pas terminé, il sera terminé à la fin de l'année prochaine, ou au milieu de l'année prochaine. Et donc beaucoup des municipalités ont toutes été approchées, donc les discussions ont démarré entre le CERN, les municipalités, entre le CERN, la France, le CERN, la Suisse. Donc évidemment, il y a déjà un dialogue qui a été mis en route. Mais pour ce qui concerne les municipalités, je ne peux pas parler pour les maires, et ce sera des questions que vous pourrez leur poser. Je pense que beaucoup attendent d'avoir un rapport final sur la table, donc qui vient d'ici un an en gros. Et donc on a vu la décision a priori pas prise avant 2028. Donc le temps du débat, il vient aussi quand on a les éléments concrets sur la table. On ne peut pas commencer à discuter est-ce qu'il faut faire ou pas le projet si on ne sait pas déjà si on est capable de le faire. L'étude de faisabilité est là pour ça.
Et là, pour voir si c'est faisable, et si c'est faisable, à quelles conditions est-ce que c'est faisable. Voilà. Et donc, le débat, il va être là aussi, hein, y compris pour lui. Peut-être pour répondre à Jean-Bernard sur l'intérêt pour la physique, moi je m'inscris un peu en faux, hein. Je pense qu'on vient d'ouvrir le portail de la science, on a déjà eu plus de 100 000 visiteurs. Je pense très foncièrement que le grand public a envie de comprendre comment fonctionne la nature, comment fonctionne l'univers, et c'est ça qu'on fait aussi. Hein. Donc l'engouement pour le boson de Higgs, c'est pas parce que tout le monde a compris ou s'est réveillé un matin en disant je veux savoir le boson de Higgs, c'est parce qu'il y a quelque chose de fondamentalement philosophique, je crois, à la connaissance, qui fait qu'on est humain. Et donc essayer de comprendre, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Au-delà de, oui, c'est sûr, la recherche appliquée, les technologies et tout le reste. On défend la nature, mais nous, on défend aussi la nature. Et on défend le savoir, et on pense que c'est important. C'est important pour les générations actuelles, c'est important pour les générations futures. Concernant l'énergie, aujourd'hui l'énergie qui est consommée par le CERN vient essentiellement de France, donc c'est l'énergie beaucoup nucléaire. Faisant partie de l'étude de faisabilité, on est en train de regarder comment on peut passer sur l'essentiel des énergies renouvelables. Donc voilà, il y a beaucoup de choses dans ce projet qui ne sont pas singulières, c'est un projet de grande envergure, mais il faut l'étudier pour voir si c'est possible. Donc voilà, aujourd'hui, l'électricité, elle vient d'ailleurs essentiellement pas de Suisse, mais de France. Et on va regarder comment on peut utiliser au maximum de l'énergie renouvelable. Est-ce que je vais oublier Non, je crois que... C'est quelque chose. Il y a eu une question intéressante, c'est est-ce qu'on pourrait le faire ailleurs, en Europe, mais ailleurs qu'à Genève. Alors, ailleurs, c'est une bonne question. C'est tout à fait pertinent, même si c'est pas en Chine. Donc il y a une raison fondamentale pour laquelle il faut le faire ici. C'est parce qu'en fait, quand on fait un accélérateur, on a besoin de beaucoup d'autres choses avec. Et donc, ça fait 70 ans que tous les États membres du CERN, et vous en particulier, vous investissez dans des infrastructures qui sont basées à mer 1. Il n'y a pas un accélérateur, il y a toute une chaîne d'accélérateurs. Il y en a un, il y en a deux, il y en a trois. Ils ont grandi les uns après les autres. Et en fait, aujourd'hui, le LHC, il ne pourrait pas fonctionner si on n'avait pas fait des accélérateurs dans les années 50, 60, 70, qui sont, on appelle des injecteurs, donc des accélérateurs dans lesquels on injecte les faisceaux avant d'injecter dans le plus long. Donc si vous voulez faire quelque chose avec moins d'impact, oui, on peut le faire, on pourrait faire quelque chose ailleurs, c'est-à-dire qu'il faut reconstruire toutes les infrastructures, tous les accélérateurs, les chaînes les uns les après les autres, pour, in fine, avoir en plus un tunnel quand même de 80 km. Donc l'avantage, en termes d'impact, il n'est pas très bon. Merci. Sur ces sujets, est-ce que d'autres intervenants prennent la parole? Jean-Bernard? Merci bien. En fait, on réentend ce qu'on a déjà entendu, c'est qu'il faut attendre la fin des études de faisabilité pour savoir de quoi on parle. Maintenant, on sait de quoi on parle depuis plusieurs années. Il y a eu un rapport conceptuel qui donne une enveloppe de ce que ça va consommer en électricité. On a vu, c'est énorme. Et si le CERN s'approprie cette électricité pour lui, de l'effort collectif au niveau européen, ben, ça retarde la transition énergétique. Et on sait aussi quel est l'impact climatique. Maintenant, peut-être qu'on se trompe de 10%, peut-être de 20%. Ce que nous constatons, c'est que le projet que le CERN a accepté d'envisager, alors que le GIEC, depuis des années était la sonnette d'alarme, le CERN a accepté d'entrer dans un projet qui fait exploser toutes les lignes rouges qu'on veut mettre pour arrêter d'ajouter. On voit la peine qu'on a à baisser notre style de vie, nos déplacements en voiture, en avion, le chauffage, etc. Mais tout ça va être intégré dans une vie qu'il est difficile de modifier. J'espère qu'on y parviendra. On n'a certainement pas besoin en ce moment d'ajouter un projet qui n'est pas encore commencé, de l'ajouter et donner un coup de massue au climat avec ça. Peut-être juste répondre à l'aspect, vous évoquez l'aspect philosophique sur l'interrogation qu'on peut avoir sur d'où on vient et d'où vient l'univers. Je pense que les 100 000 personnes qui sont venues visiter votre centre, qui doit être magnifique, j'en doute pas, ils viennent de pays qui sont encore très préservés,
Ils ne se posent pas forcément de questions. Je pense qu'ils ne viennent pas des Maldives, je pense qu'ils ne viennent pas du Kenya, ils ne souffrent pas de la sécheresse. Actuellement, la question philosophique de savoir d'où vient l'univers est très intéressante, mais je pense qu'on devrait plutôt toute l'énergie humaine, hein, toute l'énergie que vous avez à mettre, elle pourrait peut-être plus se poser sur où va l'humanité que d'où vient l'univers. Peut-être pour terminer vers la table de nos politiciennes, il y a peut-être un sujet qui était intéressant, c'était le rôle des communes dans le débat public. Peut-être que vous avez un mot sur le sujet. En tout cas, je crois que Fabienne voulait reprendre la parole. Oui, peut-être pour répondre à cette question, moi je crois très peu, en tout cas pour la France, je connais moins le contexte politique suisse, mais en France, ne nous leurrons pas, les communes n'auront aucun pouvoir. Les communes n'auront aucune possibilité de dire oui ou non à ce projet. Ce projet s'imposera. Et la question qui se pose, c'est quels sont les critères de décision de ce sujet. Est-ce qu'ils sont financiers? Aujourd'hui, j'ai beaucoup de doutes à la capacité que nous ayons à financer 70, peut-être 100 milliards aujourd'hui sur un projet comme ça. Combien? Allez. On parle de 15 milliards. 15 milliards, pas plus. Bon. 15 milliards, mais même 15 milliards. On sait très bien quand un projet au départ est chiffré 15 milliards, c'est 30 à l'arrivée. Et aujourd'hui, quand on a besoin d'argent pour la transition énergétique, il n'y a pas besoin d'innovation aujourd'hui pour accompagner la transition énergétique. On sait, et la transition écologique, on sait aujourd'hui ce qui conduit à la faillite de l'humanité, c'est les gaz à effet de serre liés au transport, c'est lié au résidentiel, c'est lié à l'agriculture, et ça, on sait pertinemment comment aujourd'hui réduire les gaz à effet de serre et revenir sur une planète qui soit carbone neutre d'ici 2050. Il faut agir sur ces trois sujets-là. Et aujourd'hui, on voit bien que financièrement, nous sommes pieds et mains liés avec d'autres contraintes, des contraintes industrielles, des contraintes d'innovation, qui nous empêchent d'investir sur des choses qui sont finalement très simples, de l'agriculture agroécologique, des mobilités douces, des nouvelles façons d'urbaniser, et ces sujets-là aujourd'hui ne sont pas traités faute de financement. On manque d'hôpitaux dans nos territoires, on manque de services publics qui sont défaillants, et nous allons investir dans des projets qui sont colossaux. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix que de la fraternité à l'échelle de la planète, de la cohésion, de la coopération. Et c'est ce que nous devons viser dans des projets comme ça. Pourquoi prendre une décision sous prétexte que peut-être les Chinois vont le faire? Est-ce que nous n'avons pas intérêt à nous dire de quoi avons-nous véritablement aujourd'hui, à part besoin de nature, de poésie, de santé, d'avoir des gens en bonne santé, parce que là aussi, on est dans une logique de réparation des dégâts, et réparer les dégâts de grands projets comme ça, c'est un coût aussi colossal. On le voit aujourd'hui, on a d'autres choses à réparer prioritairement, et on a besoin de l'argent public, là où le défi de l'humanité est un défi inédit que nous avons très peu de temps pour relever. Bravo. Je voulais juste rajouter une chose, qu'est-ce qu'on peut faire? Genève, en ce moment, on est en plein dans la vision territoriale, transfrontalière, qui prône le socle de vivant comme étant la base de la réflexion. On est en plein dans cette discussion et on va avoir notre plan directeur cantonal 2050 qui va arriver en discussion après cela dans les communes, au niveau cantonal. C'est exactement là qu'on devra vérifier est-ce que ce projet est intégré et comment il s'intègre dans la préservation du socle du vivant. Évidemment, des débats et des défis drôlement intéressants. Je crois que ce sera le mot de la fin. L'heure tourne. En tout cas, merci beaucoup de votre participation, écoute active.
C'est certainement un premier épisode, d'autres suivront, puisqu'on voit qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Il a été demandé comment est-ce qu'on peut rester en contact, comment est-ce qu'on peut savoir comment les choses vont avancer. Je peux que vous inviter, il y a des feuilles à la sortie, vous pouvez noter vos coordonnées pour Noé 21, qui pourront du coup être utilisées pour continuer à vous informer et à mentionner les prochaines étapes du projet. Donc n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées si vous êtes intéressés. Et puis sinon, merci déjà à ces maris pour le buffet qui nous est proposé maintenant. Et au plaisir de continuer à discuter devant un œil. Merci. Attention, t'as assuré mon gars. Ça a marché? Ça a marché? Ouais, je crois. Ok.